Bon alors DSK, là, qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'en entend plus trop parler. Ça fait 13 ans quand même, hein. On peut dire qu'il est réellement victime de la cancel culture. Bon, on le voit quand même de temps en temps. Là, dernièrement, il a donné des conseils à Macron sur la réforme des retraites. Ouais, il a envoyé une lettre pour dire que c'était pas bien de le faire comme ça, mais les macronistes, ils étaient pas très réceptifs. Est-ce que je l'ai pas lu? Vous l'avez pas lu? Non. Pourquoi vous l'avez pas lu? Parce que les revenants, ça ne m'intéresse pas. Dominique Strauss-Kahn a été un ministre important de la République française. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas le mieux qualifié pour donner des leçons de politique, compte tenu de ce qu'a été sa fin de carrière. Bon, il faut dire que sa fin de carrière, elle a quand même fait beaucoup de bruit. Dominique Strauss-Kahn a passé sa 3e nuit dans une geôle new-yorkaise, mais à Rikers Island, cette fois. Un endroit réputé surpeuplé, dangereux, où le patron du FMI est un prisonnier de droit commun. Seule exception toutefois, l'isolement, dont il bénéficie pour des raisons de sécurité. Mais j'y pense, il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissaient pas le parcours de Dominique Strauss-Kahn, ni les détails de la fameuse affaire DSK. Dans cet épisode, on va revenir sur l'affaire DSK et sur l'affaire de viol qui l'a fait tomber. Et vous allez voir que si ça se passe il y a seulement 13 ans, parfois on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Alors DSK, la dernière grande affaire de violence sexiste et sexuelle avant MeToo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Attention, cette vidéo aborde des sujets sensibles liés à des accusations d'agression sexuelle et de viol. Les thématiques et les détails mentionnés peuvent être perturbants ou déclencheurs pour certains spectateurs et certaines spectatrices. Nous recommandons la prudence et un soin particulier pour les personnes susceptibles d'être affectées par ces sujets. Si vous êtes en quête de soutien, n'hésitez pas à vous rapprocher des structures d'aide appropriées. Moi, les premières images qui me viennent en tête quand j'entends le nom de DSK, c'est son arrestation à New York. Ah, moi c'est sa marionnette dans les Guignols, avec le peignoir là. Excusez la tenue, je sors de la douche. Bonsoir. Ah, les Guignols, ils en avaient parlé pendant des mois et des mois, mais tous les médias en vrai. Revenons quand même sur les faits, parce que moi je me souviens pas exactement de ce que disaient les médias il y a 13 ans, et puis il y a quand même des jeunes qui nous regardent. Ah, les jeunes qui nous regardent, mais l'épisode sur Charles Hernu a dû vraiment les intéresser. Ouais, on a fait un épisode sur Charles Hernu. Cette affaire, c'est celle du viol présumé de Nafissatou Diallo, femme de chambre au Sofitel, par DSK, alors directeur du FMI et client VIP de cet hôtel de Manhattan. Après son arrestation, alors qu'il était à l'aéroport pour rentrer en France, DSK va passer plusieurs jours en prison et plusieurs semaines assigné à résidence. L'affaire, qui va durer plusieurs mois, va se conclure par l'abandon des poursuites par le procureur de New York. Mais les faits sont quand même très graves. Nafissatou Diallo explique qu'elle était venue faire le ménage dans la chambre de DSK, la pensant vide, mais en fait celui-ci lui a ouvert la porte en peignoir et l'a ensuite empêché de sortir. On va pas rentrer dans les détails glauques, on n'est pas là pour ça. Mais retenez que c'est les travailleurs de l'hôtel qui vont pousser Nafissatou Diallo à appeler la police et que les médecins qui l'ont examinée par la suite ont constaté des blessures, dont une rupture de ligament à l'épaule. Si on rentre pas dans les détails, c'est aussi parce qu'il y a l'embarras du choix sur cette affaire. Il y a une énorme production culturelle à ce sujet. Il y a des bouquins, de fiction ou non, il y a plusieurs documentaires, dont une série Netflix sortie en 2020, dans laquelle on entend notamment le témoignage de Nafissatou Diallo. That's the time the guy come, naked guy come on me. I was like, oh my God, I'm sorry, sir. I'm sorry. The next thing, his hands in my chest. He grabbed my breast like, no, you don't have to be sorry. You don't have to be sorry. Et il y a aussi une série de fiction réalisée par Abel Ferrara et avec dans le rôle de Dominique Strauss-Kahn, et c'est pas une blague, Gérard Depardieu. Your conclusion, is it worth that journey? Oui, ça valait quand même la peine. Ah bah là, c'est pas un rôle de composition, hein. C'est comme quand Christian Clavier joue des gros bourges de droite. Ça, c'est la partie de la vie de DSK qu'on connaît le plus. Mais on va aussi un peu remonter dans le temps, parce que c'est le but de l'émission. C'était qui DSK avant cette affaire? C'était un homme politique, un économiste et à l'époque, l'un des hommes les plus puissants du monde. Dominique Strauss-Kahn, comme l'expliquent les journalistes Vincent Giret et Véronique Le Billon dans leur bouquin Les vies cachées de DSK, c'est un type qui est entré en politique par l'expertise. Ancien communiste, il fait HEC, l'IEP de Paris, avant d'obtenir un doctorat en sciences économiques à Paris 10. C'est pendant ses études qu'il se rapproche du Parti socialiste. Quand Mitterrand gagne, DSK est prof d'université. Il refuse plusieurs postes de ministre et décide de faire sa carrière au sein du Parti socialiste. En 86, il est élu député. Il préside la prestigieuse commission des finances de l'Assemblée nationale et il devient enfin ministre de l'Industrie en 1991. En 97, après la dissolution et le retour de la gauche au pouvoir, il est de nouveau ministre, cette fois-ci des Finances, sous Lionel Jospin. Et ça, c'était un de ses objectifs, en fait. Il disait, sans rire, qu'il était capable d'être soit ministre des Finances, soit prix Nobel d'économie. DSK est ambitieux, il est aussi une des figures de la droitisation du PS.
Un ministre de gauche, adulé par la droite, qui détient le record de France des privatisations et affichait l'ambition secrète d'être un jour le Tony Blair français. Avec sa politique sociale libérale assumée, DSK réconcilie même la gauche avec les grands patrons. Tous les milieux industriels, économiques, bancaires reconnaissent que c'est le ministre du gouvernement Jospin avec lequel on peut vraiment parler et avec lequel on peut vraiment dealer. Ah oui, avec lui on peut parler. On sait ce que ça veut dire ça dans la bouche du grand patronat. Hein. Mais l'enfant chéri du patronat sera contraint à la démission en 1999 suite à l'affaire de la Mutuelle nationale des étudiants de France, dans laquelle il lui a été reproché d'avoir été rémunéré 600 000 francs par cette mutuelle sur la base de faux documents. Il sera relaxé en 2001. À cette époque, tout le monde le pense mort politiquement, d'autant plus qu'il est déjà mis en cause dans une autre affaire, une affaire d'emploi fictif chez Elf. Mais il sera là aussi relaxé en 2001 par une juge d'instruction, une certaine Eva Joly. Eva Joly, mais on n'avait pas fait une vidéo sur elle ? Ah mais oui, et si vous voulez voir cette vidéo ainsi que toutes les autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Blast et d'activer la cloche. Très naturel ce dialogue, bravo. Merci. Empêtré dans les affaires, DSK se voit déjà se reconvertir dans le secteur privé. Les patrons me disent que dans une entreprise, au moins, je serai compris, que la politique ne me mérite pas. Mais ne vous en faites pas, il va relancer sa carrière et en 2007, une super opportunité s'offre à lui, la présidence du Fonds monétaire international. Le FMI est une institution internationale qui a pour but de gérer les finances mondiales, de gérer les crises, mais aussi de prêter de l'argent aux pays en difficulté. Et il se trouve que pendant le mandat de Dominique Strauss-Kahn, il va y avoir une légère crise financière. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent, Paris perd près de 4%. À la présidence du FMI, en pleine crise des subprimes, DSK est forcément l'un des hommes les plus puissants de la planète. C'est lui qui impose, en échange de prêts du FMI, des plans d'austérité à plusieurs pays, dont la Grèce, particulièrement touchée par la crise de 2008. La désormais traditionnelle visite du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne, qui précède chaque tranche du versement du prêt de 110 milliards d'euros consenti en mai, fait craindre un nouveau train de mesures d'austérité. Ce d'autant plus que Bruxelles vient de revoir à la hausse le déficit grec pour l'année 2009. Communistes et gauche radicale s'étaient donné rendez-vous à Athènes et à Salonique lundi soir pour accueillir cette troïka de créanciers au cri de FMI dehors et des non moins traditionnels débordements. Et à cette période, on s'approche d'une présidentielle en France. Petit à petit, DSK devient le candidat naturel du Parti socialiste. Il est extrêmement populaire. Bon, il y a aussi un emballement médiatique à son sujet, mais il est crédité de jusqu'à 60% des voix au second tour face à Nicolas Sarkozy. Bon, Sarkozy, il a été battu par Hollande, donc il était vraiment très impopulaire. Mais quand même. Je sais pas si vous vous souvenez du délire autour de DSK, mais il y a carrément des gens en France qui avaient créé des clubs DSK pour soutenir sa candidature, alors qu'il s'était même pas présenté officiellement. Le président d'MPM, Eugène Caselli, la députée Sylvie Andrieux et le député maire Patrick Menucci viennent de lancer un site internet en ce sens, DSK 2012, sur lequel les citoyens sont appelés à se manifester. Il y a des types qui avaient créé des t-shirts Yes We Can en référence à la campagne de 2008 d'Obama. On en était là. Et c'est pendant cet état de grâce de DSK que va éclater l'affaire du Sofitel, et évidemment c'est une déflagration internationale. En France, les réactions vont pas se faire attendre. C'est un homme puissant, il allait se présenter à l'élection présidentielle, donc premier réflexe, tout le monde crie au complot. Comme les élections arrivent, je suis sûr que c'est un coup monté pour moi. Parce que... et maintenant, tout reste à voir si c'est vrai ou pas. Vous savez, on peut inventer n'importe quoi. En 2012, il y aura les élections. C'est pas normal, donc c'est qu'on l'a piégé. Pour qu'il ne se présente pas. Alors qu'on ne sait encore pratiquement rien du dossier, les amis de DSK montent au créneau pour le défendre. Certaines de ses réactions sont passées à la postérité, comme celle de Jean-Pierre Chevènement, qui parle d'affaire Dreyfus, ou encore Jean-François Kahn sur France Culture, le 16 mai 2011. Certains, enfin pratiquement certains, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas. Ça, je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait eu une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire... un troussage. Il appelait ça une erreur de jugement. Qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Mais voilà, c'est une impression. Mais quel mais il est aussi vieux que on devrait le avec une tout en le avec des cette espèce de... Il y a tout un tas de bouquins qui vont être écrits. Il y a tout un tas de bouquins qui vont être écrits pour défendre DSK. Alors on en a quelques-uns ici, mais le mieux c'est quand même celui-ci, Yvan Levaille, Chronique d'une exécution, ça s'appelle. Mais regardez-le en train de défendre DSK sur le plateau dont on n'est pas couché. Je vais simplement vous dire une chose. Anne Sinclair, que je connais mieux que beaucoup de gens,
ne serait pas aujourd'hui aux côtés de Dominique Strauss-Kahn si Dominique Strauss-Kahn était un violeur. Connard. Et c'est clair, il utilise la femme de DSK pour le défendre. Dans son livre, Levaille compare l'affaire DSK à l'occupation, au procès de Moscou ou encore aux résistants de l'affiche rouge. C'est vrai, c'est exactement pareil. Non, on a payé ça 4,81 €, frais de port inclus, mais je suis même pas sûr que le livre d'Yvan Levaille. Bon, ça, c'est les pires réactions, et encore, on vous a pas tout dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la victime, Nafissatou Diallo, est absente des débats, et que l'affaire DSK est avant tout traitée comme une crise politique pour la France. En tout cas, ça relance toutes les candidatures, à gauche comme à droite, cette affaire. Ça relance l'ensemble des candidatures à gauche, déjà dans un premier temps, parce qu'on sait qu'il y a une primaire qui est organisée. Qui sera le représentant du Parti socialiste ? Sera-ce Dominique Strauss-Kahn ? Y a-t-il éventuellement une place pour Martine Aubry, pour François Hollande qui progresse dans les sondages? Et puis on sait qu'aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn c'est celui qui est le favori des Français d'une manière générale, de droite comme de gauche. Donc cela peut libérer un espace, ou en tout cas faire en sorte que la place notamment de Nicolas Sarkozy ne soit pas la même au cours de la prochaine présidentielle. Oui voilà, ça va libérer un espace, ça rebat les cartes, ça change les règles du jeu. La couverture médiatique se concentre beaucoup sur la figure de DSK sans y voir un problème global de violence sexiste et sexuelle. Évidemment, il y a quelques exceptions, comme cet article de Mathieu Magnodex pour Mediapart qui parle du machisme en politique, ou encore cet ouvrage collectif dirigé par Clémentine Autain et Christine Delphi, intitulé « Troussage de domestiques », qui livre une analyse féministe et systémique du traitement médiatique de cette affaire. Mais on est dans des exceptions, on est à la marge. En 2011, la presse ne traite pas encore les violences sexuelles et sexistes comme un thème particulier. Elles sont encore dans les colonnes faits divers. Oui, pas de spécialistes en plateau, pas de féministes invités et encore moins de gender editor dans les rédactions. Ouais, alors gender editor, en fait, c'est une appellation qui a été créée dans certains médias anglo-saxons, notamment au New York Times, qu'on a traduit à Mediapart par un titre extrêmement long. Mais bon, pour essayer d'être les plus précis possible, on fait toujours long. Comme dans nos articles, on fait des titres de posts très longs. Donc c'est responsable éditorial aux questions de genre. Donc en gros, je m'occupe des questions de genre à Mediapart, ça c'est clair, et je m'en occupe de manière éditoriale, c'est-à-dire dans le journal. 2011, c'était un âge sombre. On pouvait par exemple entendre ce genre de choses au premier degré. Petite énergumène voudrait me ressembler, mener les femmes par le bout du nez. Fun fact, le chapeau du chanteur est actuellement interdit dans 48 pays. Non, c'est pas vrai. Mais ça devrait. Bref, tout ça pour vous dire qu'en 2011, le traitement des violences sexuelles et sexistes dans les médias n'était pas vraiment le même qu'aujourd'hui. Et cette différence de traitement, les journalistes Marine Pradel et Anne-Cécile Jor l'ont étudiée dans un podcast sorti en 2023 intitulé Shame on You. Et elles savent de quoi elles parlent. Pour cause, elles étaient journalistes reportrices d'images en 2011 pendant l'affaire DSK. Et en réécoutant leur rush de l'époque, elles se sont rendues compte de tous les angles morts qu'elles avaient lorsqu'elles ont traité l'affaire. Je ne pense qu'à une chose, c'est Dominique Strauss-Kahn, ce nom plus grand que tout, en fait, qui écrase tout, et où on se dit, il faut des infos sur lui, on veut savoir, il est où, là, maintenant, qui l'a vu, qui lui a parlé, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui ? Peut-être qu'ils se sont trompés, c'est quelqu'un d'autre, c'est un homonyme, ça s'est pas passé comme ça, peut-être qu'il y a une incompréhension, il y a un malentendu quelque part, il est encore possible que ça fasse pchit. Le podcast, il est très bien, il y a 8 épisodes qui sont sur YouTube, vous pouvez aller l'écouter. Globalement, en France, le traitement médiatique, on était sur la séduction à la française, le droit à importuner, il était juste libertin, bref, vous voyez. C'était assez différent de ce qui se faisait aux États-Unis, par exemple. Les médias américains s'emparent de l'histoire de cette femme noire et immigrée venue travailler aux États-Unis, qui se retrouve mise en opposition à un homme blanc et puissant qui abuse de son pouvoir. Il y a une analyse de classe et de race. Après, ça n'a pas duré. Les avocats de DSK se sont lancés dans une campagne de décrédibilisation de la victime. Et les unes violentes se sont enchaînées sur Nafissatou Diallo. Un tabloïd allant même jusqu'à affirmer, sans preuve, qu'elle avait le sida. Bref, les médias se déchaînent et on dit même que l'affaire aurait été davantage couverte que l'élection de Barack Obama. Tout le monde est choqué. Aux États-Unis comme en France, on semble tomber des nues, comme si le comportement de DSK était un scoop. Alors que bon... Alors, suite à la venue de M. Strauss-Kahn et afin d'assurer la sécurité du personnel, les membres féminins du 7-10 doivent porter des tenues longues, sobres et totalement anti-sexe. Sont à proscrire cuir, talons aiguilles et dessous chic. Cette chronique de Stéphane Guillon date de 2009, soit 3 ans avant l'affaire du Sofitel, et pour lui, c'est une évidence. Tout le monde sait. Moi, je trouvais l'angle amusant parce que tout le monde en parlait. Des frasques, entre guillemets, de Dominique Strauss-Kahn. Il y avait une sorte d'omerta, c'est-à-dire que tout le monde savait, mais personne n'en parlait. Alors, dire que personne n'en parlait, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y avait déjà eu des articles de presse sur une autre affaire. Il n'y aurait pas eu l'affaire Piroscan-Hadji, je n'y serais jamais allé. Jamais j'aurais fait un papier sur une rumeur.
Piroska Nagy, c'est une économiste hongroise qui travaille au FMI. Elle va témoigner dans une lettre adressée au Fonds monétaire international des abus de pouvoir qu'elle a subis de la part de Dominique Strauss-Kahn. Je n'étais pas préparée aux avances du directeur général du FMI. J'avais le sentiment que j'étais perdante si j'acceptais et perdante si je refusais. Je crains que cet homme n'ait un problème qui, peut-être, le rend peu apte à diriger une organisation où travailleraient des femmes. Il y a eu des articles sur l'affaire en France comme aux États-Unis, mais au final, DSK est resté en poste après une enquête interne. Mais il y a eu une autre affaire DSK, c'était avant, en 2003. Ah non, mais on s'est battu au sol, pas qu'une paire de baffes. On a donné. Enfin, moi, j'ai donné des coups de pied. Il a dégrafé mon soutien-gorge. J'ai essayé d'ouvrir mon jean. Et je lui avais parlé, quand on se battait, je lui avais parlé du. Je lui avais dit le mot viol pour lui faire peur. Ça ne lui a pas fait peur plus que ça. C'est comme quoi, apparemment, il était accoutumé. La femme qui parle ici au milieu des rires de Thierry Ardisson, c'est la romancière et journaliste Tristan Banon. Et quand elle raconte cette agression, on est en 2007, au moment de la diffusion de l'émission, mais les faits, eux, datent bien de 2003. Dans l'émission, le nom de son agresseur est bipé, mais on comprend qu'il s'agit de DSK. Selon Tristan Banon, DSK l'a invité dans un appartement vide, sous prétexte d'une interview, avant de l'agresser sexuellement. Suite à l'affaire du Sofitel, Tristan Banon va porter plainte, une plainte qui sera finalement classée sans suite à cause de la prescription qui était de 3 ans à l'époque. Mais la justice a toutefois reconnu l'agression sexuelle. Dans un communiqué, le parquet estime que, si faute d'éléments de preuve suffisants, les poursuites ne peuvent être engagées du chef de tentative de viol, des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle sont quant à eux reconnus. Je crois que c'est la seule fois que la justice a reconnu que DSK avait commis une agression sexuelle. Et ce mode opératoire de DSK, avec un rendez-vous dans un appartement privé, une autre femme raconte comment il aurait pu lui arriver la même chose. Cette femme, c'est Cécile Duflot. Elle est à l'époque secrétaire nationale des Verts, et en tant que responsable d'un parti de gauche important, elle a un rendez-vous avec le probable candidat du PS, DSK, un rendez-vous qui aurait dû se tenir quelques jours après l'affaire du Sofitel. Et moi, j'avais rendez-vous le mercredi qui suivait, dans un appartement privé, pour un rendez-vous discret, juste en tête-à-tête. Mais non. Si, je l'ai jamais raconté, je crois. Ensuite, j'ai réfléchi, je dis, mais si m'était arrivé quelque chose dans cet appartement, qu'est-ce que j'aurais fait, en fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? La gauche devait gagner, c'était lui absolument. Moi, j'étais chef de parti, je me serais tue, j'aurais parlé. Ça m'a beaucoup travaillé. L'affaire DSK va faire ressortir plein d'autres affaires. Quant au comportement du directeur du FMI avec les femmes, la plus médiatique d'entre elles, c'est l'affaire du Carlton de Lille. L'affaire éclate en octobre 2011, quand une information judiciaire est ouverte par le parquet de Lille pour proxénétisme aggravé en bande organisée. L'affaire implique des entrepreneurs du Nord et le propriétaire de maisons closes en Belgique, Dodo la Saumure. Même le chef de la sûreté départementale est mis en examen. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à l'organisation de parties fines pour Dominique Strauss-Kahn. Alors que son nom est évoqué par une prostituée, il demande à être entendu. D'emblée, DSK affirme qu'il ne savait pas que les jeunes femmes qui participaient à ces soirées libertines étaient des prostituées. DSK échappe une nouvelle fois à une condamnation. Le tribunal le relaxe en 2015, malgré les témoignages des prostituées pendant le procès. Jade avait auparavant passé une bonne heure à décrire les scènes de boucherie qu'elle a vécues avec DSK lors d'une soirée à l'hôtel Murano à Paris en 2009. Je n'étais qu'une chose. Ce monsieur parle de libertinage, mais dans le libertinage, il y a un aller et un retour. Là, il n'y avait qu'un aller. Et aujourd'hui encore, les révélations continuent, puisque le 27 janvier dernier, c'est l'animatrice Faustine Bollard qui témoigne dans l'émission Quelle époque ? Mais Michel Drucker, à un moment où il y avait un homme politique qui s'est montré très incisif avec moi et qui m'a fait peur, exactement, et m'a fait peur. Et Michel Drucker est arrivé dans la loge du studio Gabriel ce jour-là, est intervenu, et heureusement qu'il est intervenu puisque je commençais à avoir peur. Malgré le nombre important d'affaires et de témoignages, et encore on ne vous a pas tout raconté, il n'y a jamais eu d'analyse globale des actions de DSK. Ces actes n'ont jamais été présentés comme un système facilité par sa position de pouvoir et l'impunité dont il jouissait. Le monde politique le savait, la presse le savait, mais personne n'a jamais rien dit publiquement et quand ça sortait, c'était balayé d'un revers de la main. Le parallèle avec l'affaire Weinstein, qui va déclencher MeToo 6 ans plus tard, est assez frappant. Comme Guillon sur DSK, des blagues circulent sur le comportement du producteur américain. Ouais, on a par exemple l'acteur Nathan Lane qui va le qualifier de monstre aux Oscars de 2002, ou encore le comédien Seth MacFarlane qui, lorsqu'il annonce les nominés aux Oscars en 2013, va faire cette blague. Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Mais voilà, quand l'affaire Weinstein est sortie en 2017, ça a mené à un mouvement mondial de libération de la parole. Avec DSK, on n'a pas eu ça. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. En septembre 2011, Tristan Banon et plusieurs organisations féministes avaient organisé un rassemblement devant le palais de justice de Paris. Au nom de toutes les femmes violentées, souvent silencieuses, j'espère qu'il y aura du monde pour faire bouger les choses, améliorer les lois.
Il ne s'agit pas d'un rassemblement contre un homme, mais pour un changement. Tristan Banon a également reçu le soutien de Nafissatou Diallo par texto. La plaignante américaine lui a fait savoir qu'elle était de tout cœur avec elle, ainsi qu'avec toutes les femmes de France qui réclament justice. Et même dans l'affaire du Sofitel, Nafissatou Diallo et ses collègues femmes de chambre ont montré leur solidarité dès le début de l'affaire, le 6 juin 2011, quand Dominique Strauss-Kahn arrive au tribunal de New York. Et ça, ce moment de solidarité, les journalistes du podcast Shame on You l'ont vu. Elles l'ont même filmé et enregistré, d'où le titre du podcast. Mais elles le disent, elles n'en ont pas saisi la portée. Le 6 juin 2011, elles le crient devant nos caméras. Elles nous mettent le nez dedans. Cette agression, ça n'est pas un cas isolé, c'est systémique. Je me souviens d'avoir été assez étonnée de me dire « Ah, c'est super », d'avoir trouvé ça génial. Et puis de m'être arrêtée là, quoi. La personne de DSK est tellement énorme que ça écrase tout. Et qu'à ce moment-là, non, l'urgence journalistique, pour moi, elle est d'avoir une place dans la salle d'audience pour pouvoir voir ce qui s'y passe et parler de lui. Parce qu'en fait, en vrai, on ne parle que de lui. Alors comment on peut expliquer que l'affaire ait fait autant de bruit, mais qu'aucune conclusion n'en ait été tirée ? On n'a pas de réponse absolue, mais on peut faire plusieurs hypothèses. On vous a déjà parlé du travail de sape des avocats de DSK. L'absence de procès aussi a été un ralentisseur. Passer devant un tribunal, ça permet de faire une enquête de personnalité, de revenir sur les faits. DSK aurait dû se défendre, s'expliquer. D'autant plus qu'on le rappelle, aux États-Unis, les procès sont filmés et donc diffusés. Rien de tout cela n'a eu lieu puisque, sous la pression des avocats de DSK, le procureur Vance a fini par abandonner les poursuites. C'est en substance ce qu'explique le journaliste John Solomon dans Scandale DSK, le procès qui aurait dû avoir lieu. L'avocat de Nafissatou Diallo pourrait avoir l'occasion de faire entendre lors du procès civil que DSK était un libertin, multipliant les expériences sexuelles, dont le pouvoir économique et politique, ainsi que le penchant pour des subalternes, pourraient avoir évincé le consentement des cibles de son désir. Donc, des avocats très bien payés, une absence de procès, les deux premières hypothèses sont liées entre elles. Et puis on peut aussi avoir une analyse de classe et de race, comme les Américains mentaux gangrénés par le wokisme que nous sommes, probablement. J'espère que ça va pas être sorti de son contexte sur Twitter, ce passage. Moi j'espère, les gens font pas assez de mèmes avec nous. Ce qui peut expliquer que l'affaire DSK n'ait pas abouti à un MeToo, contrairement à l'affaire Weinstein, c'est peut-être aussi le statut des victimes. Dans le cas du producteur américain, ce sont surtout des actrices qui se sont exprimées pour dénoncer son comportement. Elles ont peut-être été plus facilement entendues qu'une femme de ménage noire, immigrée et ne s'exprimant pas très bien en anglais. Attention, on ne dit pas qu'une affaire est plus grave que l'autre, simplement que le statut des victimes a pu faire pencher la balance médiatique dans un sens ou dans l'autre. Le racisme envers Nafissatou Diallo s'est exprimé très violemment des deux côtés de l'Atlantique. Alors aujourd'hui, il reste une question. Qu'est-ce qui a changé ? Si l'affaire DSK elle éclatait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait différemment ? C'est pas évident, parce qu'on sera toujours dans l'hypothèse. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui ait vraiment changé. En tout cas, des puissants qui utilisent leur argent pour traîner leurs victimes présumées dans la boue, ça se voit encore. On pense à Johnny Depp qui a mis de grands moyens pour faire passer Amber Heard pour une hystérique, comme raconté dans le documentaire de France 5, La fabrique du mensonge. Un documentaire qu'on vous conseille d'ailleurs. Ce qui a changé, ce ne sont pas non plus les conséquences de ces affaires. Dans le cas de DSK, il a dû démissionner du FMI et ne sera jamais président. Mais il donne toujours aujourd'hui des conférences rémunérées 70 000 € hors taxes et se permet même de donner son avis sur la politique française. Aujourd'hui encore, des agresseurs dont les actes sont avérés et qui ont parfois même avoué occupent toujours des postes importants. Faut-il encore parler d'un certain abject ministre de l'Intérieur ? On peut en parler, mais on va peut-être éviter les bips dans la conclusion. Bon alors, qu'est-ce qui a changé selon toi ? Pour moi, il y a 3 choses. Premièrement, on en a parlé, au niveau des médias, c'est un peu mieux, même si c'est loin d'être parfait. Il y a des rubriques qui sont quand même dédiées aux violences sexistes et sexuelles. Oui, puis on peut aussi penser au terme féminicide qui s'est pas mal démocratisé. Deuxième chose, il y a une plus grande sororité entre les victimes maintenant que leur parole est plus entendue et plus médiatisée. Écoutez ce qu'en disait Judith Godrèche dans l'émission de Mediapart consacrée au MeToo du cinéma français. C'est tout récent, c'était il y a quelques semaines. Mais la solitude, elle est tellement profonde, elle existera toujours. Je serai toujours seule face à ce que j'ai vécu. Il n'y a rien à faire là-dessus, on ne peut rien y faire. La solitude, elle est ancrée en moi. Mais sauf que je sais qu'il y a des femmes qui ont entendu, qui ont vu et qui se sont vues. Et l'idée d'être plusieurs, l'idée d'être nombreuses, c'est comme si je suis plein de petits bouts, de plein de femmes, et ça me donne de la force. Et troisième chose, il ne faut pas sous-estimer l'impact de MeToo. Ce qui a changé, c'est aussi la grille de lecture. D'une vision individuelle des problèmes de violences sexistes et sexuelles, l'action de milliers de femmes qui témoignent avec le mouvement MeToo a forcé à une prise de conscience d'un problème global, traversant tous les milieux sociaux.
L'affaire DSK est symptomatique d'un problème systémique et ça, on est en mesure de le voir aujourd'hui de manière évidente. À l'époque, on avait beaucoup tendance à parler des frasques de DSK, comme si c'était un phénomène isolé et que seule sa moralité était en jeu. Pourtant, c'est pas nouveau que le privé est politique, que les relations sexuelles sont aussi des relations de pouvoir. Des militantes féministes, dès les années 70, prenaient la parole sur ces sujets. MeToo a quand même permis de reparler de tout ça. Oui, ça a forcé le regard vers quelque chose d'invisible, notamment la question du consentement qui n'était pas vraiment abordée il y a quelques années. À mon époque, la possibilité du non n'existait absolument pas. Je n'ai jamais pu entrevoir, imaginer, penser. C'est-à-dire que je nourrissais je me souviens détester profondément Doyon. C'est-à-dire qu'avoir un truc intérieur comme ça de dégoût, impossible à formuler. Cette grille de lecture apportée par MeToo, elle est devenue si présente que même des antiféministes se positionnent par rapport à elle. On peut penser notamment à des mouvements d'extrême droite comme Némésis qui apportent aussi une lecture systémique des violences sexistes et sexuelles, mais cette fois, évidemment, en faisant porter la responsabilité totale à l'immigration et aux musulmans. Et DSK alors, il est toujours là, il n'a pas été jugé pour le Sofitel, et les journalistes qui l'ont défendu, ils sont toujours là aussi. Bon, certains ont changé d'avis. Nafissatou Diallo, elle est toujours là aussi, toujours la cible de rumeurs et de calomnies, même plus de 10 ans après. Il y a 13 ans, on n'était pas tant dans un autre monde que ça, finalement. Tout cela est bien de notre lieu et de notre temps, comme dirait l'autre. Alors les avancées, elles existent. Des MeToo continuent à apparaître dans tous les secteurs de la société. Et c'est peut-être ça qu'il faut continuer à faire. Prendre la parole. Inciter à prendre la parole. En espérant faire reculer petit à petit l'impunité. Merci beaucoup. En tout cas, grâce à vous, on est arrivé à 1 million d'abonnés sur Blast. Donc vous n'avez plus besoin de vous abonner à la chaîne. Pourquoi tu dis ça ? Je croyais que c'était le plafond 1 million. Ah non, on continue. Okay. Et vous pouvez même continuer aussi à donner de l'argent, par contre, à Blast. Bien sûr, 1 euro pour 1 million d'abonnés, ça fait 1 million d'euros, n'hésitez pas. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes,